Bonsoir à tous et bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Nous sommes en compagnie de Tartarin de Tarascon depuis quelques éditions. Voilà, si vous avez des questions ou alors des suggestions, bien sûr, vous pouvez nous envoyer des petits messages via les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Nous reprenons à la page 79. Pan, Pan. C'était un grand désert sauvage, tout hérissé de plantes bizarres, de ces plantes d'Orient qui ont l'air de bêtes méchantes. Sous le jour discret des étoiles, leur ombre agrandie s'étirait par terre en tous sens. À droite, la masse confuse et lourde d'une montagne, l'Atlas peut-être. À gauche, la mer invisible qui roulait sourdement. Un vrai gîte à tenter les fauves. Un fusil devant lui, un autre dans les mains, Tartarin de Tarascon mit un genou en terre et attendit. Il attendit 1 heure, 2 heures, rien. Alors il se souvint que, dans ses livres, les grands tueurs de lions n'allaient jamais à la chasse sans emmener un petit chevreau qu'ils attachaient à quelques pas devant eux et qu'ils faisaient crier en lui tirant la patte avec une ficelle. N'ayant pas de chevreau, le Tarasconnais eut l'idée d'essayer des imitations et se mit à bêler d'une voix chevrotante. D'abord, très doucement, parce qu'au fond de l'âme, il avait tout de même un peu peur que le lion l'entendît. Puis, voyant que rien ne venait, il bêla plus fort. Mais... Rien encore. Impatienté, il reprit de plus belle et plusieurs fois de suite, avec tant de puissance que ce chevreau finissait par avoir l'air d'un bœuf. Tout à coup, à quelques pas devant lui, quelque chose de noir et de gigantesque s'abattit. Il se tut. Cela se baissa, flairait la terre, bondissait, se roulait, partait au galop, puis revenait et s'arrêtait net. C'était le lion, à ne pas en douter. Maintenant, on voyait très bien ses 4 pattes courtes, sa formidable encolure, et 2 grands yeux qui luisaient dans l'ombre. Anjou, feu, pan, pan. C'était fait. Puis tout de suite un bondissement en arrière et le coutelas de chasse au poing. Au coup de feu du Tarasconnais, un hurlement terrible répondit. « Il en a !» cria le bon Tartarin. Et ramassé sur ses fortes jambes, il se préparait à recevoir la bête. Mais elle en avait plus que son compte et s'enfuit au triple galop en hurlant. Lui, pourtant, ne bougea pas. Il attendait la femelle, toujours comme dans ses livres. Par malheur, la femelle ne vint pas. Au bout de 2 ou 3 heures d'attente, le Tarasconnais se lassa. La terre était humide. La nuit devenait fraîche. La bise de mer piquait. « Si je faisais un somme en attendant le jour, se dit-il. Et pour éviter les rhumatismes, il recourt à la tente-abri. Mais voilà le diable. Cette tente-abri était d'un système si ingénieux, qu'il ne put jamais venir à bout de l'ouvrir. Il eut beau s'escrimer et suer pendant 1 heure. Le damné tente ne s'ouvrait pas. Il y a des parapluies qui, par des pluies torrentielles, s'amusent à vous jouer de ces tours-là. De guerre lasse, le Tarasconnais jeta l'ustensile par terre et se coucha dessus, en jurant comme un vrai Provençal qu'il était. « Tataratata ! Qu'est-ce fit Tartarin, s'éveillant en sursaut. C'étaient les clairons des chasseurs d'Afrique qui sonnaient la diane, dans les casernes de Mustapha. Le tueur de lions, stupéfait, se frotta les yeux. Lui qui se croyait en plein désert, savez-vous où il était ? Dans un carré d'artichauts, entre un plant de chou-fleur et un plant de betterave. Son Sahara avait des légumes. Tout près de lui, sur la jolie côte verte de Mustapha supérieur, des villas algériennes toutes blanches luisaient dans la rosée du jour levant. On se serait cru en
aux environs de Marseille, au milieu des Bastides et des Bastides. La physionomie bourgeoise et potagère de ce paysage endormi étonna beaucoup le pauvre homme et le mit de fort méchante humeur. « Ces gens-là sont fous !» se disait-il, « de planter leur artichaut dans le voisinage du lion. Car enfin, je n'ai pas rêvé. Les lions viennent jusqu'ici. En voilà la preuve. » La preuve, c'était des taches de sang que la bête, en fuyant, avait laissées derrière elle. Penchée sur cette piste sanglante, l'œil aux aguets, le revolver au poing, le vaillant Tarasconnais arriva. D'artichaut en artichaut, jusqu'à un petit champ d'avoine, de l'herbe foulée d'une mare de sang, et au milieu de la mare, couché sur le flanc, avec une large plaie à la tête, un... devinez quoi? Un lion, parbleu! Non, un âne. Un de ces tout petits ânes qui sont si communs en Algérie et qu'on désigne là-bas sous le nom de bourricot. Arrivée de la femelle, terrible combat, le rendez-vous des lapins. Le premier mouvement de Tartarin à l'aspect de sa malheureuse victime fut un mouvement de dépit. Il y a si loin, en effet, d'un lion à un bourricot. Son second mouvement fut tout à la pitié. Le pauvre bourricot était si joli. Il avait l'air si bon. La peau de ses flancs, encore chaude, allait et venait comme une vague. Tartarin s'agenouilla et du bout de sa ceinture algérienne essaya d'étancher le sang de la malheureuse bête. Et ce grand homme soignant ce petit âne, c'était tout ce que vous pouvez imaginer de plus touchant. Au contact soyeux de la ceinture, le bourricot, qui avait encore pour 2 liards de vie, ouvrit son grand œil gris, remua 2 ou 3 fois ses longues oreilles, comme pour dire « merci, merci ». Puis une dernière convulsion l'agita de tête en queue et il ne bougea plus. « Noiraud, Noiraud !» cria tout à coup une voix étranglée par l'angoisse. Et en même temps, dans un taillis voisin, les branches remuèrent. Tartarin n'eut que le temps de se relever et de se mettre en garde. C'était la femelle. Elle arriva, terrible et rugissante, sous les traits d'une vieille Alsacienne en marmotte, armée d'un grand parapluie rouge et réclamant son âne à tous les échos de Mustapha. Certes, il aurait mieux valu pour Tartarin avoir affaire à une lionne en furie qu'à cette méchante vieille. Vainement, le malheureux essaya de lui faire attendre comment la chose s'était passée. Il avait pris Noiraud pour un lion. La vieille crut qu'on voulait se moquer d'elle et, poussant d'énergiques tarteifs, tomba sur le héros à coups de parapluie. Tartarin, un peu confus, se défendait de son mieux. Parait les coups avec sa carabine, suait, soufflait, bondissait, criait « Mais madame, va te promener !» Madame était sourde, et sa vigueur le prouvait bien. Heureusement, un 3e personnage arriva sur le champ de bataille. C'était le mari de l'Alsacienne, Alsacien lui-même et cabaretier, de plus fort bon comptable. Quand il vit à qui il avait affaire et que l'assassin ne demandait qu'à payer le prix de la victime, il désarma son épouse et l'on s'entendit. Tartarin donna 200 francs. L'âne en valait bien 10. C'est le prix courant des bourricots sur les marchés arabes. Puis on enterra le pauvre Noiraud au pied d'un figuier. Et l'Alsacien, mis en bonne humeur par la couleur des doros tarasconnais, invita le héros à venir rompre une croûte à son cabaret, qui se trouvait à quelques pas de là, sur le bord de la grande route. Les chasseurs algériens venaient y déjeuner tous les dimanches, car la plaine était giboyeuse et à 2 lieues autour de la ville, il n'y avait pas de meilleur endroit pour les lapins. « Et les lions ?» demanda Tartarin. L'Alsacien le regarda très étonné. « Les lions ? » ?»« Oui, les lions. En voyez-vous quelquefois ?» reprit le pauvre homme avec un peu moins d'assurance. Le
Cabaretier éclata de rire. « Eh bien, merci, des lions, pourquoi faire ? Il n'y en a donc pas en Algérie ? Ma foi, je n'en ai jamais vu. Et pourtant, voilà 20 ans que j'habite la province. Cependant, je crois bien avoir entendu dire, il me semble que les journaux, mais c'est beaucoup plus loin, là-bas, dans le sud. » À ce moment, ils arrivaient au cabaret. Un cabaret de banlieue, comme on en voit à Vanves ou à Pantin, avec un rameau tout fané au-dessus de la porte, des queues de billard peintes sur les murs et cette enseigne inoffensive au rendez-vous des lapins. Le rendez-vous des lapins. Oh, Bravida, quel souvenir! Histoire d'un omnibus, d'une mauresque et d'un chapelet de fleurs de jasmin. Cette première aventure aurait eu de quoi décourager bien des gens. Mais les hommes trempés comme Tartarin ne se laissent pas facilement abattre. Les lions sont dans le sud, pensa le héros. Eh bien, j'irai dans le sud. Et dès qu'il eut avalé son dernier morceau, il se leva, remercia son hôte, embrassa la vieille sans rancune, versa une dernière larme sur l'infortuné Noiraud et retourna bien vite à Alger avec la ferme intention de boucler ses malles et de partir le jour même dans le sud. Malheureusement, la grande route de Mustapha semblait s'être allongée depuis la veille. Il faisait un soleil, une poussière. La tente-abri était bien d'un lourd. Tartarin ne se sentit pas le courage d'aller à pied jusqu'à la ville. Et le premier omnibus qui passa, il fit signe et monta dedans. Ah, pauvre Tartarin de Tarascon! Combien il aurait mieux fait pour son nom, pour sa gloire, de ne pas entrer dans cette fatale guimbarde et de continuer pédestrement sa route au risque de tomber asphyxié sous le poids de l'atmosphère de la tente-abri et de ses lourds fusils rayés à double canon. Tartarin étant monté, l'omnibus fut complet. Il y avait au fond, le nez dans son bréviaire, un vicaire d'Alger, à grande barbe noire. En face, un jeune marchand mort, qui fumait de grosses cigarettes. Puis un matelot maltais et 4 ou 5 mauresques masquées de linge blanc et dont on ne pouvait voir que les yeux. Ces dames venaient de faire leur dévotion au cimetière d'Abdel el-Kader. Mais cette vision funèbre ne semblait pas les avoir attristées. On les entendait rire et jacasser entre elles, sous leurs masques, en croquant des pâtisseries. Tartarin crut s'apercevoir qu'elles le regardaient beaucoup. Une surtout, celle qui était assise en face de lui, avait planté son regard dans le sien et ne le retira pas de toute la route. Quoique la dame fût voilée, la vivacité de ce regard, œil noir allongé par le col, un poignet délicieux enfin chargé de bracelets d'or qu'on entrevoyait de temps en temps entre les voiles. Tout, le son de la voix, les mouvements gracieux, presque enfantins de la tête, disait qu'il y avait là-dessous quelque chose de jeune, de joli, d'adorable. Le malheureux Tartarin ne savait où se fourrer. La caresse muette de ses beaux yeux d'Orient le troublait, l'agitait, le faisait mourir. Il avait chaud, il avait froid. Pour l'achever, la pantoufle de la dame s'en mêla. Sur ses grosses bottes de chasse, il la sentait courir, cette mignonne pantoufle, courir et frétiller comme une petite souris rouge. Que faire ? Répondre à ce regard, à cette pression ? Oui, mais les conséquences ? Une intrigue d'amour en Orient, c'est quelque chose de terrible. Et avec son imagination romanesque et méridionale, le brave Tarasconnais se voyait déjà tombant aux mains des eunuques. Décapité, mieux que cela peut-être, cousu dans un sac de cuir et roulant sur la mer, sa tête à côté de lui. Cela le refroidissait un peu. En attendant, la petite pantoufle continuait son manège, et les yeux d'en face s'ouvraient tout grands vers lui comme 2 fleurs de velours noir,
en ayant l'air de dire « Cueille-nous ». L'omnibus s'arrêta. On était sur la place du théâtre, à l'entrée de la rue Babazoun. Une à une, empêtrées dans leurs grands pantalons et serrant leurs voiles contre elles avec une grâce sauvage, les Mauresques descendirent. La voisine de Tartarin se leva la dernière, et en se levant, son visage passa si près de celui du héros qu'il l'effleura de son haleine. Un vrai bouquet de jeunesse, de jasmin, de musc et de pâtisserie. Le Tarasconnais n'y résista pas. Ivre d'amour et prêt à tout, il s'élança derrière la Mauresque. Au bruit de ses buffleteries, elle se retourna, mit un doigt sur son masque, comme pour dire « Chut !» et vivement de l'autre main, elle lui jeta un petit chapelet parfumé, fait avec des fleurs de jasmin. Tartarin de Tarascon se baissa pour le ramasser, mais comme notre héros était un peu lourd et très chargé d'armure, l'opération fut assez longue. Quand il se releva, le chapelet de jasmin sur son cœur, la Mauresque avait disparu. Lion de l'Atlas dormait. Lion de l'Atlas dormait. Dormez tranquille au fond de vos retraites, dans les aloès et les cactus sauvages. De quelques jours encore, Tartarin de Tarascon ne vous massacrera point. Pour le moment, tout son attirail de guerre, caisse d'armes, pharmacie, tente-abri, conserve alimentaire, repose paisiblement emballé à l'hôtel d'Europe dans un coin de la chambre 36. Dormez sans peur, grand lion roux. Le Tarasconnais cherche sa Mauresque. Depuis l'histoire de l'omnibus, le malheur croit sentir perpétuellement sur son vaste pied de trappeur, les frétillements de la petite souris rouge et la brise de mer, en effleurant ses lèvres, se parfume toujours, quoi qu'il fasse, d'une amoureuse odeur de pâtisserie et d'anis. Il lui faut sa Maugrabine. Mais ce n'est pas une mince affaire. Retrouver dans une ville de 100 000 âmes une personne dont on ne connaît que l'haleine, les pantoufles et la couleur des yeux, il n'y a qu'un Tarasconnais féru d'amour capable de tenter une pareille aventure. Le terrible, c'est que, sous leur grand masque blanc, toutes les Mauresques se ressemblent. Puis ces dames ne sortent guère, et quand on veut en voir, il faut monter dans la ville haute, la ville arabe, la ville d'Héteurs. Un vrai coupe-gorge, cette ville haute. De petites ruelles noires très étroites, grimpant, à pic entre deux rangées de maisons mystérieuses, dont les toitures se rejoignent et font tunnel. Des portes basses, des fenêtres toutes petites, muettes, tristes, grillagées. Et puis, de droite et de gauche, un tas d'échoppes très sombres, où l'héteur farouche, à tête de forban, yeux blancs et dents brillantes, fume de longues pipes et se parle à voix basse comme pour concerter de mauvais coups. Dire que notre Tartarin traversait sans émotion cette cité formidable, ce serait mentir. Il était au contraire très ému, et dans ces ruelles obscures dont son gros ventre tenait toute la largeur, le brave homme n'avançait qu'avec la plus grande précaution, l'œil aux aguets, le doigt sur la détente d'un revolver, tout à fait comme à Tarascon, en allant au cercle. À chaque instant, il s'attendait à recevoir sur le dos toute une dégringolade d'eunuques et de janissaires, mais le désir de revoir sa dame lui donnait une audace et une force de géant. Et voici que Tartarin commence à tomber amoureux. Je vous attends pour la suite, bien sûr dans une prochaine édition de Voyage au bout de la nuit. En attendant, j'attends vos petits messages sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. À très bientôt.